Chapitre 22. Harcourtois. Un songe cotonneux. Voilà ce que m'inspire cette journée du 28 octobre, à la fois tant attendue et tant redoutée, celle de l'épreuve d'Harcourtois. Depuis mon arrivée à la grande écurie, c'est la première fois qu'aucune leçon n'est dispensée. Aujourd'hui, et jusqu'à la fin du mois, elles sont suspendues, pour laisser aux pensionnaires le temps de se préparer à la compétition de chaque soir. Certaines en profitent pour faire la grasse matinée afin d'apparaître les plus fraîches possibles au souper. D'autres, au contraire, se sont levées à l'aube, pour réviser une dernière fois leurs cours de bonne manière. Des salles de classe désertées aux salles d'eau fumantes, il règne un calme oppressant. Derrière les fenêtres, le ciel chargé de nuages gris pèse comme une chape de plomb, un couvercle hermétique étouffant tous les sons. Dans ce silence, mes oreilles bourdonnent encore de la gigue de la veille. Mes membres courbattus me font mal d'avoir trop dansé. L'une des boules à la morphine offerte par Poppy me soulagerait peut-être, mais il n'est pas question que je cède à la tentation. J'ai prévu un autre usage pour ce remède. Il ne va pas m'aider à apaiser mes crampes, mais à évincer mes rivales. Prétextant une sieste derrière les rideaux de mon lit à baldaquin, je passe l'après-midi à râper les boules de gomme à l'aide d'un couteau dérobé au déjeuner. 30 doses de morphine au total, réduites en une fine poudre blanche que je glisse dans le sachet de soie. Évite de boire le café que les servantes apporteront tout à l'heure pour la collation, dis-je à Naoko en fin d'après-midi, tandis qu'elle me coiffe dans la salle d'eau en prévision du souper. Elle me jette un coup d'œil dans le miroir, au-dessus de la magnifique coiffure qu'elle a réalisée. Un chignon argenté, orné d'une parure de soie blanche en forme de lotus, spécialement confectionnée pour moi. Une grande fleur artificielle pour faire ressortir par contraste la finesse naturelle de ton visage. C'est un truc de geisha, m'a-t-elle expliqué, avec le goût exquis qui la caractérise. Ne te fais pas de soucis pour moi, me dit-elle tout en ajustant la parure. De toute façon, je dors peu. La stimulation du café n'y changera rien. Et quand bien même je ne fermerai pas l'œil de la nuit, ce n'est pas bien grave. Je n'ai pas la même pression que les autres pour être en forme, vu que je ne concours pas à la gorgée du roi. Je me retourne sur le tabouret et saisis son poignet pour l'obliger à m'écouter attentivement. Ce café n'aura rien d'un stimulant, je te le garantis, lui dis-je. Tu risquerais au contraire de piquer du nez dans ton assiette en plein souper. Concurrente ou pas, ce serait très mal vu. Les yeux noirs de Naoko s'écarquillent sous sa frange. Tu vas l'empoisonner ? Non, enfin, pas vraiment. Je tiens juste à m'assurer que je ferai partie des candidates retenues par Madame Étiquette à la fin de la soirée. La plupart des filles sont plus habiles à table que moi, c'est un fait. À moins qu'elles ne soient pas en pleine possession de leurs moyens, si tu vois ce que je veux dire. Au fond de moi, j'aimerais arracher à Naoko une absolution. Mais elle recommence à me brosser les cheveux sans un mot, ses lèvres carmin scellées pour garder mon secret, sans pour autant approuver ma démarche. « Toinette, c'est toi ?» dis-je au moment où la jeune servante arrive au bout du couloir, poussant un chariot à 3 étages chargé de victuailles. Son visage s'illumine, faisant pétiller ses taches de rousseur. Elle ne se doute pas que je guette son arrivée depuis une demi-heure dans ma robe de soie gris-perle, feignant de tomber sur elle par hasard. « Oui, c'est moi, mademoiselle Diane », dit-elle joyeusement. « Je viens apporter la collation au dortoir. » « Miam, tout ça m'a l'air succulent !» je m'exclame en lorgnant le chariot où sont disposées de délicates verrines, des sablés poudrés, des tartes aux fruits confits et 2 grandes cafetières fumantes. J'ai eu de la chance de tomber sur toi en me dégourdissant les jambes dans les couloirs. Je vais pouvoir choisir l'encas que je préfère avant que les lionnes du dortoir se ruent dessus. « Mais bien sûr, mademoiselle !» s'exclame Toinette, encore débordante de reconnaissance pour mon intervention en sa faveur, l'autre soir en cours d'art vampirique. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Je fais mine d'hésiter, alors qu'en réalité je cherche le mets le plus inaccessible. « Ce gâteau de Savoie là au fond sur le plateau du bas, j'en voudrais bien une part. » Toinette se plie en 2 pour trancher la pâtisserie. Je profite de ce qu'elle est baissée pour soulever le couvercle de l'une des cafetières et y verser tout mon sachet de poudre de morphine. Seule la moitié des pensionnaires seront intoxiqués, mais au moins il y aura la dose. « Voilà pour vous, » dit Toinette en se redressant. Elle me tend une assiette en porcelaine, sur laquelle elle a élégamment couché une généreuse tranche de gâteau au cœur doré et moelleux. « J'espère sincèrement que vous serez prise pour la gorgée du roi, » me glisse-t-elle. « Vous êtes une belle âme,
Tout le contraire de Lucrèce. Ses joues pâles s'empourprent de cette impudence venue du cœur. Elle bafouille une excuse et s'esquive avec son chariot. Je sens mes propres joues s'enflammer de honte dès qu'elle a le dos tourné. Moi, une belle âme, alors que j'utilise cette innocente pour parvenir à mes fins. Et si elle se faisait prendre et accuser d'intoxication collective? Je mobilise toute ma volonté pour me convaincre que ça n'arrivera pas, que moi-même je suis prête à mourir pour tuer le tyran, que le triomphe de la liberté mérite qu'on court de tels risques. N'est-ce pas? À peine 9 coups ont-ils sonné au clocher de Versailles que Madame Thérèse déboule dans le dortoir, à pas chassé, sa robe à falbala étant équipée d'un panier si large que ses hanches postiches ne passent pas les portes de face. « Dépêchez-vous » s'exclame-t-elle. « Les invités sont déjà arrivés. » Les demoiselles, maquillées, poudrées et frisées au fer, s'engouffrent dans les couloirs jusqu'au grand escalier. Du coin de l'œil, je guette les bâillements de certaines, la manière dont d'autres semblent traîner des pieds. La morphine est en train de faire son effet. Un souffle d'air froid me frappe le visage lorsque je pénètre dans la salle de gala, en dépit du feu flambant dans l'âtre. De longues tables ont été arrangées pour former un gigantesque coude nappé de lin blanc, aux rutiles découverts en or spécialement sortis pour l'occasion. Le tout est surmonté de grands vases peints de papillons de nuit, garnis de pâles chrysanthèmes. Une trentaine de courtisans sont déjà assis, occupant une chaise sur 2, afin de laisser les pensionnaires se mêler à eux. Ces hommes et ces femmes arborent des tenues somptueuses, mais ce sont leurs souliers qui attirent aussitôt mon regard. La moitié des invités ont des talons rouges. Je n'ai jamais été en présence de tant de vampires à la fois, ce qui explique le frisson qui m'a saisi à mon entrée dans la salle. « Chers convives, bienvenue à la grande écurie !» s'exclame Barvock, arrivant de sa démarche raide par la porte opposée, suivi des garçons emperruqués. Ce soir, le général hongrois a sorti le grand jeu. Son juste corps brodé est surchargé de médailles militaires cliquetantes, lestant un peu plus cet homme qui semble constitué de métal davantage que de chair. Il force sur ses articulations mécaniques, les obligeant à ployer dans un grincement strident pour s'incliner devant une dame de haute stature. Cette dernière trône au centre du coude, là où les 2 longues tablées se rejoignent. « Mes hommages, Madame de Villeforge », dit-il obséquieusement. Telle est donc la redoutable Madame Étiquette, la maîtresse des usages de la cour. Blême dans sa robe blanche doublée de fourrure pâle, elle m'évoque une lune au visage impénétrable, vers lequel sont tournés ceux des courtisans. En l'absence du roi des ténèbres, c'est autour d'elle que gravite la cour ce soir. « Mesdemoiselles et messieurs, à vos positions !» tonne le général. Madame Thérèse et lui restent debout au fond de la salle, pour surveiller les opérations de ce souper qui a été préparé des semaines durant comme un plan de bataille. Les pensionnaires se mettent en quête de leur place, des sourires courtois vissés sur le visage, mais le trac fait trembler leurs prunelles. Hélénaïs passe devant moi sans m'accorder un regard, son beau visage tellement enduit de céruse qu'elle semble plus morte que vive. Sans doute est-ce là son intention, ressembler le plus possible à une vampire pour se fondre parmi eux. Poppy, au contraire, a compensé la pâleur maladive de sa peau par un surplus de fard à joues. Pour la première fois, elle a entièrement domestiqué son extravagante crinière brune, emprisonnant chaque mèche rebelle dans un incroyable écheveau de tresse qui a dû lui prendre la journée à confectionner. Mes yeux croisent furtivement ceux de Tristan, à l'autre bout de la salle. C'est la première fois que je le vois en perruque. Il arbore un modèle de la même couleur que ses cheveux, juste un peu plus long, un peu plus doré, un peu plus bouclé. Symbole de cette cour où l'artificiel doit toujours supplanter le naturel. Nous ne pouvons échanger aucune parole, bien sûr, mais son sourire m'apaise. Comme s'il me murmurait silencieusement « Tout va bien se passer ». « Diane ?» fait une voix atrocement familière tout près de moi. « Je crois bien que nous allons souper ensemble. » Je baisse les yeux sur une somptueuse chevelure rousse que je reconnaîtrai entre toutes, celle d'Alexandre de Mortange. Il est assis là, dans un justo-corps de velours bleu assorti à ses iris, à côté d'une assiette surmontée d'un carton à mon nom. Le roi a dû demander à Madame Étiquette de nous placer côte à côte, dit-il gravement. C'est mon premier souper courtois depuis que j'ai été privé des honneurs de la cour, à la suite de notre rencontre au jardin. Sa Majesté veut nous mettre à l'épreuve de résister aux pulsions qui nous attirent l'un vers l'autre. Une boule de colère se forme dans ma gorge.
La seule pulsion que je ressens pour Alexandre, c'est une envie de meurtre. Mais comment pourrait-il s'en douter, après ma déclaration d'amour transie dans les jardins royaux? Je m'efforcerai de faire bonne figure. Je parviens à articuler en m'asseyant. J'oblige mes lèvres à s'étirer en un sourire hypocrite, mes paupières à papillonner ingénument. Je me retiendrai de te sauter au cou pour t'embrasser entre la poire et le fromage. En retour, je retiendrai ta voisine de te sauter à la gorge pour te saigner, répond-il, le plus sérieusement du monde. Je prends soudain conscience de la courtisane placée à ma gauche. J'ai un mouvement de recul instinctif en reconnaissant ce macaron de tresse brune piqué de perles laiteuses. La dernière fois que je les ai vus luire, c'était dans le labyrinthe de verdure, en pleine chasse galante. N'écoutez pas les élucubrations du vicomte de Mortange, susurrait Edmé, car c'est bien elle. Nous sommes tous réconciliés désormais, puisque telle est la volonté du roi. N'est-ce pas? Au grincement de sa voix, à son sourire crispé, je devine sa frustration et même sa rage. Tout comme Alexandre, le roi l'a fait asseoir à mes côtés, tel un pion sur un damier. Je commence à comprendre le jeu machiavélique qu'il joue, déplaçant ennemis et amants au mépris de leurs sentiments, pour montrer que la seule chose qui compte, comme l'a dit Edmé, c'est sa volonté toute puissante. Là-bas, depuis son siège central, je vois que Madame Étiquette nous surveille du coin de l'œil. Le menu semble des plus appétissants, ne trouvez-vous pas très cher? Me dit Edmé, en me tendant une belle page imprimée sur papier de Venise, enluminée de dorure. Le menu est divisé en 2 colonnes. À gauche, les mets mortels, destinés aux pensionnaires et aux courtisans non transmutés. À droite, les mets vampiriques, réservés aux seigneurs de la nuit. Je sens mon estomac se tordre à la lecture de cette 2e colonne, qui à elle seule résume toute l'horreur de la vampiria. Souper de la 28e nuit d'octobre de l'an des ténèbres 299. Épreuve d'art courtois pour la gorgée du roi. Mets mortels. Hors d'œuvre. Assiette de crustacés. Au homard bleu de la cour de Danemark, importé à Versailles depuis la mer du Nord. Vin d'accompagnement, gros ermitage blanc. Soupe. Velouté forestier, aux noisettes de la cour de Gênes, relevées à la truffe noire. Vin d'accompagnement, pomme-roll rouge. Rôt. Dinde des Amériques, accommodée à la sauce mexicaine, telle qu'on la mange à la cour d'Espagne. Vin d'accompagnement, Châteauneuf du Pape Rouge, grand millésime de l'an 277. Entremets. Gelée à la menthe, préparé à la mode de la cour d'Angleterre. Vin d'accompagnement, vin de champagne de la baie Dom Pérignon. Fromage. Assortiment de nos régions. Tour du royaume de France en 10 fromages. Vin d'accompagnement, Porto âgé. Dessert. Tarte sachère. Délice au chocolat à la mode de la cour d'Autriche. Vin d'accompagnement, vin de muscat. Mets vampirique. Premier sang. Sang rosé de Versailles. Cuvée de primeur, fraîchement prélevée sur des jeunes femmes de la région. Description. Robe diaphane, arômes floraux, bouche fraîche et désaltérante. Deuxième sang. Cuvée sylvestre. Cuvée prélevée sur des bûcherons de la forêt noire élevés au grand air. Description. Robe rubis, arômes résineux, bouche charpentée. Troisième sang. Grand cru hémophile. Grand cru classé. Cet assemblage subtil combine les sangs d'hémophiles de toute la vampiria. Description. Robe grenat, bouche onctueuse et souple, due à l'absence de coagulation. Entre-sang. Jus d'orange sanguine. Cultivé dans l'orangerie de Versailles et arrosé du sang des proies des chasses galantes. Quatrième sang. Sang madérisé du Portugal. Sang de veuves de pêcheurs, mêlé de leurs larmes, et vieilli en fût de bateaux naufragés. Description. Robe de deuil sombre, arôme caressant, légère amertume. Dernier sang. Liqueur douceâtre des nonnes de Brive. Spécialité des nonnes de l'hospice de Brive-la-Gaillarde, à partir de patients diabétiques gavés aux sucreries. Description. Sang sirupeux aux notes gourmandes de miel et de nougatine. Le roi nous gâte, dit Edmé, m'arrachant à la contemplation morbide du menu.
Il nous offre un tour géographique des spécialités de la vampiria. J'adore voyager à table, pas vous? Je vois qu'elle se délecte de mon trouble, mais je m'efforce de ravaler ma répugnance. Ce soir, le moindre faux pas, la moindre grimace de dégoût, peut me coûter ma place à la gorgée du roi. C'est mon plus grand plaisir à moi aussi, je réponds à la vampire. Je regrette seulement de ne pouvoir goûter que les mets de la colonne de gauche. J'espère qu'une nuit, j'aurai l'honneur d'être transmutée afin de pouvoir moi aussi déguster ceux de la colonne de droite. Ce mensonge me brûle les lèvres, mais c'est exactement ce qu'Edmé a envie d'entendre, que j'aspire à être comme elle. Elle renverse la tête et émet ce rire cristallin qui hante mes cauchemars depuis l'épisode de la chasse galante. Un peu de patience, très chère. Le numerus clausus est des plus stricts. Avant de songer à être transmuté, il faut déjà que vous remportiez la gorgée du roi. Et vous êtes loin d'être la seule en lice. Je suis certain que Diane a toutes ses chances, intervient Alexandre. Il me couvre d'un sourire protecteur, tel un chevalier servant volant au secours d'une demoiselle en détresse. À vomir. Elle est épatante. C'est de loin la plus belle, la plus intelligente, la plus gracieuse de la promotion. Et la plus appétissante aussi, n'est-ce pas? Complète Edmé, d'une voix acide. Le sourire d'Alexandre s'évanouit d'un seul coup. Je ne vous permets pas, balbutie-t-il. Lui avez-vous raconté ce qui est arrivé à cette écuyère il y a 20 ans? Celle que vous avez séduite et saignée? Comment s'appelait-elle déjà? Agatha? Agnella? Les pupilles d'Alexandre se rétractent d'un seul coup. Ses canines s'allongent, sa bouche élégante se transforme en affreuse grimace. Un feulement monte de sa gorge. Il a juste le temps de plaquer une serviette brodée sur ses lèvres pour étouffer cette manifestation de rage incontrôlée, qui, je le devine, relève des pires manières possibles pour un vampire de la cour. Les paroles du roi il y a 2 mois dans le labyrinthe me reviennent en tête. Il avait accusé Alexandre de n'avoir rien retenu des leçons du passé et d'avoir encore joué les Don Juan sans penser aux conséquences. Ainsi voilà la raison pour laquelle le vicomte au visage d'ange a été exilé il y a 20 ans. Je pensais que c'était cette histoire d'incendie de l'opéra dont il parlait en fanfaronnant. Mais il y a pire. Il a assassiné une jeune fille comme moi, à peine sortie de la grande écurie. Mon amour pour Annetta était pur, balbutie Alexandre, les lèvres encore tremblantes de colère. C'est la passion qui nous a consumés. La passion a bon dos, rétorque Edmé. Elle calcine toutes les mortelles qui ont le malheur de vous charmer. Et la liste est longue. Mais ces feux vous épargnent toujours miraculeusement. Chaque fois, vous vous en sortez indemne, prêt à recommencer. Alexandre me jette un regard éperdu. Ce soi-disant éternel adolescent, qui prend des poses de grand romantique, est incapable d'aimer vraiment. Il ne sait que posséder et détruire. Ses idylles sont des toccades condamnées à se terminer dans le sang. Et moi qui lui ai manifesté de faux signes d'affection pour sauver ma peau dans les jardins royaux, j'ai donné naissance à une nouvelle obsession. « Ce n'est pas ce que tu crois, Diane, » murmure-t-il mortifié. « Je te raconterai tout après le souper, je te le jure, mais pas à table. »